Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir et bienvenue à tous pour ce 61e épisode de Si la saison avance et fallait pas laisser par là. C'est le week-end de l'Arty, c'est un événement incontournable de la saison. Alors bon, à titre personnel, je n'aime pas l'Arty. Généralement, c'est le vent, c'est parfois le brouillard, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas trop. Bon, en attendant, on n'est pas là pour être trop subjectif, mais c'est vrai que ce week-end a été quand même mouvementé. On commence chronologiquement par l'épreuve féminine, l'épreuve au singulier. Il n'y en avait qu'une pour les raisons qu'on connaît déjà. Dans l'anonymat d'un vendredi tôt le matin à l'Arty. On revient pas sur cette programmation de la FISE, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. En attendant, on a eu une belle épreuve parce que finalement c'était l'épreuve la plus, comment dire, la plus fiable, la plus fair, la plus équilibrée du week-end. Après, où les hommes en combiné et en saut spécial ont eu des conditions particulièrement venteuses. Ce vendredi matin, pour les femmes, on va dire que ça passait plutôt bien et c'est déjà ça. Et on a une vainqueur un peu surprise, on l'aurait pas citée dans les toutes meilleures depuis le début de la saison. C'est Nika Krishnar. Et pourtant, quand on voit ses sauts de vendredi, c'était exceptionnel. C'était la Nika Krishnar de l'été dernier qui a gagné quasiment tous les grands prix d'été. Pour l'avoir vue à Courchevel, là, voilà, quand elle prenait de l'accélération à l'air, qu'elle tirait tout droit et qu'elle allait se poser tout au fond en douceur, bah, c'est ce qu'on a retrouvé ce week-end à l'Arty avec deux sauts exceptionnels. Et donc, c'est une nouvelle vainqueur différente cette saison. Elle gagne les deux manches, hein. Elle se pose aussi à 131,50 m pour le HS 130, établissant un nouveau record du tremplin pour une femme. Elle devance Jacqueline Seid-Fritzberger, qui est l'Autrichienne en forme du moment, qui fait son troisième podium de suite, et Eva Pinkelnig, solide hein, sur le petit tremplin, surtout qu'elle était que septième de la première manche. Et franchement, j'aurais pas donné cher de sa performance finale en la voyant sauter toujours aussi loin de ses skis, mais elle fait un deuxième saut. Elle, elle reste en l'air en fait. On peut pas dire qu'elle vole comme un voleur, mais petit ou grand tremplin, elle a cette capacité à rester en l'air, pas forcément en créant de l'accélération. Et bah écoutez, ça a marché. Elle fait troisième sur ce grand tremplin et elle fait cette bonne performance quand celle qu'elle poursuit au classement général de la Coupe du Monde, Nika Preus, ne fait qu'une 10e place, mais on y reviendra. Quatrième place pour Ito qui avait gagné à l'Arty l'année dernière, cette fois-ci quatrième et on la sentait bien en forme tout sur l'enchaînement qualif épreuve. Et pour compléter le top 5, la locale de l'étape, Jenny Raotionao, qui a fait plutôt une belle remontée, était seulement 10e de la première manche. Dans le top 10, on notera la présence aussi de Opset, qui aurait pu espérer mieux, mais qui montre encore ses capacités de gros tremplin. Et Joséphine Panier, 9e. Alors, 9e comme ça, à froid, de loin, ça peut paraître un résultat correct, mais là, il y a quand même de la frustration, parce que Joséphine, elle fait 3e de la qualification, elle gagne un des entraînements, et en fait, sur le premier saut, là, il y a eu un couac, ça fait un tout petit saut. Elle fait 17e, c'était très très loin de son niveau actuel. Et elle s'est vraiment bien reprise sur le deuxième saut. Elle fait le cinquième saut de la manche. Donc pour revenir dans le top 10. Donc c'est une bonne récupération. Et donc ça montre que Inzon Bar n'était pas juste parce qu'elle aime bien le tremplin, mais qu'elle est revenue en forme pour cette fin de saison. Et c'est très prometteur. On reviendra après sur la course au classement général. Dans les femmes qu'on peut relever, qu'on fait des bonnes performances ce week-end, on peut citer aussi Sarah Takanashi, hein, qui est 6e, et c'est sa constance que je veux mettre en avant aujourd'hui. C'est son 16e top 12 sur 18 épreuves. En fait, elle a fait un seul podium là, à Willingen. Mais sinon, en fait, elle est toujours là, quoi. Toujours là, quasiment toujours dans le top 10, ou en tout cas très très proche. Et c'est assez impressionnant. Et on peut citer la jolie performance de Taya Bodlaj, la jeune Slovène,
J'avais dit le week-end dernier qu'elle se faisait passer par Tina Herzog. Bah là, elle rentre dans le top 20, 19e sur un grand tremplin. Et ben, c'est une bonne performance pour elle. Et puis, on peut remarquer qu'il y a une Polonaise là qui s'installe progressivement et doucement dans les points. C'est Anna Tardoš qui rentre pour la deuxième fois de la Fardoš, pardon, qui rentre pour la deuxième fois de la saison dans les points. Et on a aussi une nouvelle venue, là, Pia Liliane Kubler, qui marque ses premiers points de la saison côté allemand. La française Emma Chervet était là, elle avait passé la qualif, mais elle n'est pas rentrée dans les points. Donc elle, depuis la longue coupure de l'enchaînement Willingen et puis Rasnov annulé, plus la coupure au programme, et ben, sur les trois épreuves, là, depuis la reprise, Emma n'est pas rentrée dans les points. Elle ira quand même à Oslo pour l'Euro Air, elle a été confirmée par la fédération. Donc les sauteuses qui ont pas forcément bien réussi ce vendredi finlandais, eh ben, c'est Nika Preutz. Nika Preutz, 10e. Mais au final, c'est presque une miraculée parce que le jeudi en qualification, elle ne fait que la 40e place, donc sur 40 possibles. Et heureusement, elle était 41 engagée. Donc avec un plateau plus fourni, jamais elle passait. Elle était très très loin. En fait, elle a 82 mètres, je crois, de tête. On n'a pas vu les images, évidemment. Les qualifs sont pas diffusés, mais il y a dû avoir un couac technique, surtout qu'elle a fait de bons entraînements. N'empêche, ensuite, dans l'épreuve, elle fait 10e en ayant fait le 9e et le 10e saut de l'épreuve. Donc c'était son niveau de ce week-end. On n'a pas retrouvé ça de magie en l'air, de grande accélération, on va dire. Et elle perd des points finalement sur Eva Pinkelnig. Et l'autre sauteuse qu'on voyait grosse, grosse, grosse pour faire une très grosse performance, c'est Erin Maria Kvandal. Elle fait des très bons entraînements, surtout en faisant des coach requests de la mort. Elle fait une qualif aussi magnifique. Et elle arrive en grande favori. On voit qu'elle est capable d'aller plusieurs mètres plus loin que tout le monde malgré les coach requests. Et elle rate complètement son premier saut. Et du coup, c'était son seul saut de compétition parce que elle n'est pas rentrée dans les 30. Malgré donc sa forme incroyable. En fait, elle saute beaucoup trop loin, beaucoup trop tôt. C'est assez rare de dire qu'ils sont trop tôt. Et donc, elle n'a pas pris les hauteurs alors que c'est sa caractéristique principale et elle n'a pas réussi à rentrer un saut correct. Énorme déception, mais bon, la forme est là, donc dès Oslo, on devrait la revoir jouer devant et jouer avec Noner, avec ses coachs requests. Au classement général de la Coupe du Monde, Nika Preutz garde quand même assez solidement la tête avec 174 points d'avance sur Eva Pinkelnig. Mais il y a quand même une certaine dynamique chez Eva Pinkelnig qui lui a repris des points sur les 3 dernières épreuves. Bon, maintenant on arrive dans un enchaînement de grands tremplins. On aurait pu dire ça aussi avant l'Arty, donc bah, écoutez, on va voir ce qui se passe à Oslo avant le passage à Trondheim. Toujours quand même avantage Mika Preutz, mais faut vraiment pas oublier Eva Pinkelnig, et comme il faut pas oublier Yuki Ito, la grande voleuse, on va dire, qui n'a que 229 points d'écart. Avec le barème, une victoire 100 points, une 10e place, par exemple 26 points, en 3 épreuves, l'écart, il serait compensé. Donc attention, Yukito, elle fait pas beaucoup de bruit, mais elle est toujours là en embuscade. Et derrière, un peu plus loin, pour la 4e place, on a une course assez magnifique. Elles sont 4 à se tenir en moins de 50 points. Sai Fritzberger, Alexandria Louti, Joséphine Panier et Nika Krishna, qui a marqué du coup 2 gros points. Pour l'instant, Joséphine, elle est 6e, mais en une épreuve, elle peut repasser 4e, ou elle peut se faire doubler par Nika Krishna et être 7e. Donc magnifique course entre l'Autrichienne, la Canadienne, la Française et la Slovène. Sarah Takanashi, qui est 6e, a quand même un peu plus de retard. Et ensuite, Jenny Rautionao et Katharina Schmid aussi. Donc je pense que là, elles reviendront certainement pas sur ce top 7. Mais donc, Joséphine Panier dans la course au top 4, au top 5, est toujours fermement dedans. Et c'est vrai que là, on a un élément perturbateur, entre guillemets, dans le classement général. C'est voir comment les unes et les autres vont voler à Vikersund. Et ça va être assez passionnant. Il faut encore attendre un week-end d'Oslo et les épreuves de Trondheim avant d'être à Vikersund, mais c'est quand même l'épouvantail de cette fin de saison qui va
décidé de pas mal de choses. Donc voilà, comme je disais, avant Vikersund, c'est Oslo, programme classique, 2 épreuves samedi, dimanche, sur le grand tremplin, en espérant que les conditions seront meilleures que sur le biathlon ce week-end où il y a plu tout le week-end et c'était, brouillard et pluie, c'était un temps infâme. Espérons que le mauvais temps sera passé à Oslo et que tout le monde pourra se régaler, hommes comme femmes, sauteurs comme combinés. Chez les hommes, un week-end qui a également commencé le vendredi avec une première épreuve individuelle. C'était encore l'épreuve quasiment la plus régulière du week-end, mais c'était déjà bien moins régulier que le matin chez les femmes. Victoire de Lovrocos qui enchaîne après sa première victoire en carrière à Lake Placid. Il fait surtout un deuxième saut magnifique qui le fait tout simplement remonter de la 5e à la première place. Et sinon, à la 2e et 3e place, on pourrait penser que c'était un week-end tout à fait classique avec Andy Wellinger, pourtant 4e et 4e de chaque manche, et Ryoyu Kobayashi, 8e seulement de la première manche, mais bien remonté. Et c'était pas un week-end classique parce qu'il manquait Stefan Kraft, un Stefan Kraft qui était bien évidemment engagé, mais qui a complètement manqué son saut de première manche. Il est 49e sur 50 qualifiés, c'est assez sidérant. D'après les conditions, en tout cas les compensations, il avait des compensations à peu près équitables avec les autres. Mais il a dû se passer quelque chose, il n'a pas du tout pris de hauteur. On a vu tout de suite que ça le faisait pas et il s'est reposé bien trop tôt. Il était dépité sur cette épreuve. Du coup, Ryoyo Kobayashi lui reprend 60 points. Un vendredi qui a vu Marius Lindvik, qui était en tête de la première manche, finir 4e. Et c'est seulement le 9e saut de la deuxième manche. Un Jan Earl solide 6e, 5e, pardon. Et Forfang qui fait de la remontée de l'épreuve, de la 16e à la deuxième place. Le samedi, sur le classique épreuve par équipe, nous avons une victoire surprenante, une victoire norvégienne. Franchement, jusqu'il y a peu de. Enfin, personne. En tout cas, personne n'aurait pas parier dessus, ça c'est clair. C'est vrai que là, on a vu des bonnes performances pour team, le super team, pardon, le week-end dernier à Oberstdorf, Forfang et Sundal qui avaient fait deuxième. Et ben là, c'est carrément l'équipe de 4 avec ce même Forfang, avec Sundal, avec Lindvik et avec Granerud. Ils ont tous été bons, hein, franchement. Chacun dans leur groupe a été dans les meilleurs sauts. Un Sundal, par exemple, tout à fait au top. Et puis Forfang à son aise sur ce tremplin dont il est le recordman. Et c'est vrai que c'est quand même une petite surprise, cette victoire. Et c'est un nouveau pays vainqueur différent cette saison dans les paires équipes. À la deuxième place, une Autriche finalement qui était quand même certainement la favorite et puis qui termine seulement donc deuxième avec Tschofenig, Jan Heur, Stefan Kraft et la petite surprise c'est la présence de Stefan Embarer donc c'est son premier par équipe et donc son premier podium en Coupe du Monde là, à titre collectif pour la jeune pépite norvégienne. On reviendra sur lui un peu plus tard. Et troisième place également classique de l'Allemagne. Troisième de la première manche, troisième de la deuxième manche. D'ailleurs, à peu près toutes les équipes, ça a été ça, hein. Ça a été ultra régulier. Les 4 premières, elles font leur classement en première manche et en deuxième manche. La petite surprise aussi positive, c'est la Pologne quatrième, avec emmené par un Schnitzol complètement on fire. Et donc, on l'a vu encore dimanche se confirmer. Cinquième place du Japon, sixième place de la Finlande à domicile. C'est une bonne perf, hein. On a vu aussi beaucoup d'expressions de joie des Finlandais, là, un Netu Nusiainen par exemple, survolté, ou un Kito Sao, là, faire 2 fois de très bonnes perfs, hein, il est troisième de son groupe à chaque fois. Dans le vent de face, un Kito Sao, on le voit, il sait faire, hein, c'est un voleur, on l'a vu sur les week-ends de vol, et puis vent de face, c'est ce qui ressemble le plus au vol sur des tremplins classiques. Et la surprise négative, c'est la septième place de la Slovénie, avec un Kos assez fantomatique alors qu'il gagne la veille. Zach Mogul,
parce que Tim Isaich n'était pas là. Il se repose après le week-end d'Oberstdorf et en vue d'aller chercher le globe de vol. Domen Preutz et Peter Preutz, voilà, une Slovénie sans trop de cœur. Et la huitième place, la bataille, c'est les États-Unis qui sont à la huitième place avec leur pépite du moment, Belcho et Tate France pour les emmener. Donc c'était quand même un beau par équipe malgré les conditions assez venteuses. Là, on a des compensations avec plus de 20 points de retrait de vent de face, donc c'est quand même des grosses compensations, mais ça a pu sauter. On n'a pas vu d'accident industriel, on va dire, comme on a pu voir par exemple sur le combiné. Ensuite, dimanche, on a retrouvé ces mêmes conditions que samedi, les mêmes conditions qu'en combiné. C'était très venteux et c'était assez variable et on peut le redire, les cuvettes avec les compensations, c'est quand même quelque chose d'assez aléatoire. Finalement, les sauteurs ont des compensations qui sont toutes assez proches. Et on voyait, nous, à l'œil nu, des énormes différences, hein. Dès qu'ils sortaient de la table, ils avaient au moins 1 mètre de hauteur, parfois, d'écart. Et donc, bon, bah voilà, s'il n'y avait pas le vent qui portait dès le début, ou s'il n'y avait pas le vent en bas dans la pente, genre vent fort à la table et puis pas de vent dans la pente, ou au point K, on le sait, ça. C'est les pires conditions, se faire freiner à la table et pas accélérer en l'air. C'était pas toujours montré par les compensations, donc faut pas tout jeter dans le système des compensations, mais c'est vrai que sur ce week-end, c'était pas ultra toujours très adéquate. En tout cas, dans ce Maelstrom, c'est Jan Earl qui s'en est le mieux sorti. Il gagne les deux manches. Alors c'est étonnant, hein, il gagne que de 2 points, même pas 1,9 sur Peter Preutz. Pourtant, il gagne quand même les deux manches. Donc c'était aussi quand même assez serré. Et il s'est envolé à 134,50 m en, en deuxième manche, donc avec un télémark. Pas forcément le plus beau télémark de tous les temps, mais c'était une posée tout à fait correcte vu la distance. En première manche, voilà, justement pour dire, là, on peut dire merci aux compensations. Il fait que 124 mètres et il est quand même premier de la première manche bah, parce qu'il avait beaucoup moins de vent de face que les autres. Donc j'ai déjà dit Peter Preutz qui enchaîne après ces deux podiums pardon d'Oberstdorf sur le vol à ski, il enchaîne un nouveau podium. Et alors à la troisième place, c'est un premier podium en carrière pour le pas tout jeune. Il va bientôt dans 3 jours, il va fêter ses 30 ans. Alexander Schnitzol, avec une belle épreuve bien régulière, et d'ailleurs un beau week-end, et puis même depuis la sortie de la tournée, il est le meilleur polonais et ça se confirme de week-end en week-end. Il a, il a parfois, je crois que donc ça c'est sûr, c'est à Willingen, mais je crois aussi à Sapporo été sur le podium provisoire après la première manche. Il l'était là aussi deuxième. Quand on le voit sortir de la table en deuxième manche, moi je me dis ah ça y est, c'est mort. Et là il a volé. Alors je sais pas comment étaient les conditions en bas, mais en tout cas lui ses caractéristiques de vol sont assez incroyables. Après la première manche, j'avais été ultra enthousiaste vraiment sur ses caractéristiques de vol et il l'a confirmé en deuxième manche. Il aurait pu se poser à 105 mètres avec la hauteur qu'il avait sur la bosse et finalement il va à 129 mètres 50 et il sauve son podium de justesse d'un point sur Forfang. Forfang qui a retrouvé un peu ses standards de place d'honneur sans marquer, sans être sur le podium. J'ai envie de dire le pauvre, mais voilà, il fait quand même toujours une bonne partie de saison. Cinquième place pour Ryuyu Kobayashi, toujours aussi solide. Alors, je vais pas dire régulier parce qu'il y a des variations hein, d'un saut à l'autre. Typiquement, là, il fait 119 mètres 50 en première manche, 134 mètres en deuxième manche. Bon, dans les conditions du week-end, c'est un peu dur de juger. Sixième, Manuel Fettner. Septième, Andy Wellinger. Et huitième, Stefan Kraft, qui n'a donc pas passé un très bon week-end et qu'on voyait passablement agacé. Si on fait un peu une synthèse du week-end, on peut dire que Kobayashi fait une bonne opération au classement général en reprenant à peu près 70 points à Stefan Kraft. Mais bon, il se situe quand même toujours à peu près il est à 196 points, donc presque 200 points. Et on se redirige vers le ROR et un peu plus de vol à ski. Donc
Il n'y a pas péril encore dans la demeure de Kraft, mais le trou qu'il fait vendredi, après avoir fait un trou à Willingen et un trou à Lake Placid, ça lui ressemble pas. Alors les conditions étaient, à chaque fois c'était des conditions venteuses à la table, hein. Et c'est vrai que Stefan Kraft, comme il prend pas beaucoup de hauteur, c'est un sauteur rasant. S'il en a moins que d'habitude, il lui manque. Bah, il y a un moment, il peut pas quoi en fait. Trois trous quand même en 4 ou 5 week-ends, c'est rarissime dans sa carrière. Ça veut pas dire qu'il n'est plus en forme, mais c'est quand même vérifié, surtout que Oslo, on connaît Oslo et ça peut être loterie aussi, hein, donc bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est Kobayashi qui s'est un petit peu rapproché, Wellinger un petit peu aussi, mais c'était pas non plus son meilleur week-end. Euh, dans les pépites, pardon, c'est d'utiliser souvent ce mot, mais c'est vrai que Stefan Embarer, il est quand même impressionnant. Il fait 10e vendredi, donc top 10, hein, voilà. Il est de 2006, il a 18 ans. Et 13e dimanche. Alors 13e, c'est son classement. Sur les 4 fois où il a marqué des points, il était 3 fois 13e. Donc ça montre quand même sa régularité. Dès qu'il est présent, il marque des gros points, en plus d'avoir été intégré dans le par équipe. Donc voilà, là, par exemple, enfin, il mérite sa place dans l'équipe d'Autriche. On sait que la sélection est incroyable. Là, Danny Huber n'était pas là ce week-end, alors qu'il avait fait aussi des performances magnifiques à Oberstdorf. Il devrait revenir au ROR a priori. Bon, je sais pas, on n'a pas encore la sélection, mais je pense que c'est Mbarer qui devrait relaisser sa place. Il n'y a pas de raison de virer les autres. Mais bon, c'est vrai que voilà, les sélections en équipe d'Autriche sont folles et de voir Stefan Embarer, on sent qu'il mise sur lui, hein, parce que des très bons sauteurs qui marqueraient des points, ils en ont à l'appel, hein. Par exemple, Clemens Segner qui réussit dans le top 30 mondial grâce à ses perfs en Coupe du Monde. Il est en Coupe continentale en ce moment et il tape 2 victoires à Planitza sur un week-end comme celui-ci. Donc c'est la folie autrichienne et Stefan Embarer fait partie de l'avenir. Gros week-end des États-Unis, hein, Ted France 17e et 18e, Eric Belchaud 24e et 15e. Voilà, c'est plus une surprise à ce stade. Dans les points positifs, on est un peu obligé de citer l'ancien, le vénérable Noriaki Kasai. J'avoue, j'étais assez critique après Sapporo. Mais là, il fait un bon week-end. On voyait qu'il volait. Moi, je trouvais qu'il volait mieux qu'à Sapporo. Et, euh, et il rentre dans les points. Alors, son classement, voilà, il rentre dans les points dimanche aussi parce qu'il y a eu beaucoup de casse, hein. Dans les sauteurs derrière lui, des Jiwa, des Stor, des Geiger, des Philippe Raimund, tout ça, c'est des sauteurs qui, sur le papier, sont encore meilleurs que lui à l'heure actuelle. Mais bon, voilà, lui, il a fait le saut qu'il fallait dans les conditions là. Ses mains dans les poches, tout en stabilité et propreté à la posée du télémark. Et bah, ça fait deuxième fois dans les points cette saison pour Kasai à 51 ans et 7 ou 8 mois, donc 9 mois bientôt, et établissant évidemment un nouveau record du plus âgé à marquer des points en Coupe du Monde. Donc là, on verra la suite de son programme. Et puis donc, quand même gros point positif à Schnitzsol hein, qui continue sa belle saison. J'ai mis une catégorie plus et moins des sauteurs, je sais pas trop quoi dire. Je pense que les conditions n'ont pas trop aidé. Un Lovrokos donc qui gagne vendredi, qui est franchement moyen, voire moins que moyen sur le par équipe, seulement 23e dimanche. Un Sundal aussi, 9e, qui avait fait podium le week-end dernier, donc 9e le vendredi, très bon sur le par équipe et 22e seulement. Voilà, il y a des choses comme ça. Kobayashi, Willinger, c'est des sauteurs. C'est dur quand même de tirer des tendances hein, sur ce week-end avec les variations de vent. Un domaine Preutz qui est pourtant dans le vent de face, on aurait pu penser qu'il allait s'envoler, mais il a jamais montré d'étincelle contrairement au week-end précédent. Lui aussi, hein, c'est un sauteur comme Kraft qui prend pas beaucoup de hauteur et il en fallait même malgré le vent de face, il en fallait quand même un peu ce week-end, un petit peu ce week-end. Alors pour faire le bilan de ce week-end de saut, donc classement général, Stefan Kraft a 196 points d'avance sur Kobayashi, 284 sur Wellinger, donc
d'un point de vue chiffre, Wellinger peut encore revenir, mais on sent pas la dynamique non plus avec le Volaski. Et la quatrième place, elle est très loin, hein. C'est Yann Earl, mais bon, il a bien fait de marquer des gros points ce week-end pour la conforter. Et là où ça devient très très intéressant, c'est la course au top 5 dont on vous parle depuis plusieurs week-ends. Actuellement, c'est Michi Haybuck qui est cinquième avec il est à 901 points de Kraft, mais derrière, il y a Kos à 2 points derrière, et derrière, il y a Lindvik encore à 2 points. Et ensuite, il y a Peter Preutz à 9 points, donc ils sont 4 en 9 points. Presque trois quarts de la saison, c'est assez serré. Pashke encore un tout petit peu derrière, Fetner derrière, ce qui fait qu'en fait, ils sont 6 en 44 points. Et 44 points, c'est vraiment rien dans les barèmes de Swaski, hein. Donc en fait, de la place 5 à la place 10 peut changer à chaque épreuve. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait ce week-end et ce qui risque de passer encore. Derrière, Forfang, je note Forfang qui est 12e, mais il est qu'à 80 points du top 10 et avec le Volaski qui se profile. Il a une bonne tête de postulant au top 10 et même plus loin, un Tim Isaich, 16e, il est à 210 points du top 10. C'est pas non plus mort, hein. Ça peut vraiment le faire encore pour Tim Isaich. Donc on peut encore imaginer des gros chambardements au classement général. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le week-end masculin de l'Arty. C'était le week-end que c'était. On espère que la cuvette d'Oslo et Menkonen déjà nous réservera une bonne météo et un moindre impact de loterie du vent. Là, on prend quand même cher, hein, depuis quelques semaines. Lingen, Lake Placid, Sapporo, c'est toujours un peu bizarre. Et puis là, un Larty, faut être accroché. Donc espérons que la fin de saison se passera dans des conditions un peu plus posées et qui permettent aussi de mieux comprendre les formes des uns et des autres. On va maintenant se pencher sur le week-end des combinés nordiques. Combinés nordiques fortement affectés également par les conditions venteuses. Combinés nordiques de retour aussi après 2 week-ends de repos depuis OTP. Combiné nordique aussi sans Jarl Magnus Rieber. Alors voilà, c'était notre blague depuis le début de saison. Quand va-t-il faire ses impasses? Et c'est vrai que finalement, même si on en a beaucoup rigolé, là je l'avais pas trop vu venir. Il dominait tellement, il avait l'air en forme, enfin il était en forme dans une forme totalement monumentale. Il a gagné toutes les épreuves de l'année 2024. Et je trouve que ça ternit encore une fois son bilan de le voir absent. Alors les raisons invoquées, c'est un besoin de repos et puis d'avoir beaucoup, beaucoup donné ces dernières semaines. J'ai plus exactement non plus toutes les raisons, mais il y a aussi l'épaule qui s'était disloqué en début de saison, qui doit être opéré. Il a failli se faire opérer même dès la fin de cette saison, enfin avant la fin de cette saison, et finalement il va quand même terminer la saison. Il sera de retour pour Oslo et Trondheim, mais il sera opéré dans la foulée parce que son but c'est d'être en forme pour ces championnats du monde à domicile la saison prochaine à Trondheim. Mais donc pas d'opération, donc on reverra Rieber en Coupe du Monde. Mais il n'était pas à l'arty et donc quand le chien n'est pas là, les souris dansent et on verra tout de suite ce que ça a pu donner. Mais avant l'individuel de dimanche, il y avait le team sprint, même aussi un peu classique de l'arty. Alors là, le team sprint, j'ai envie de dire, à quoi ça sert de regarder le saut, hein? Franchement, c'est toujours pareil. Le barème fait que le fond a une place très très importante dans les résultats. Bon, ça fait des courses plus passionnantes à regarder, mais c'est vrai que là, voilà, on a eu une Norvège 1 qui gagne donc avec Oftebro et Grabak qui était septième du saut, seulement 37 secondes. Une Autriche 1 de Rettenegger et Lamparter. Alors, ils sont deuxièmes, pas très loin, mais ils sont partis quand même assez loin après le saut parce que Rettenegger a complètement raté, enfin, c'est raté aussi ses conditions aussi, hein. Dans des conditions qui l'ont pas aidé, il fait un saut à 111 mètres seulement, mais ils peuvent quand même aller jouer le podium. Et finalement, cruellement, l'Allemagne 2 de Feist et Geiger, c'est troisième du saut, donc c'est une performance remarquable pour eux. Surtout que c'est des bons fondeurs, et puis notamment Geiger.
Et ben en fait, ils avaient des mauvais skis le jour où ça allait pas, le jour où ils auraient pu aller s'échapper vers la victoire. Ils n'ont pas pu, ils ont pas pu résister à Oftebro, Grabach, Rettenegger, Lamparter. Alors ils sauvent quand même le podium, mais quand même quelle cruauté le jour où ils font quelque chose de bien sur le saut, ça marche pas sur le fond. La France 2 a terminé 9e du saut et 13e au final, c'était Antoine Gérard et Marco Aenis. Et la France 1 de Maël Tirode et Matteo Bo a terminé 8e au général. Il était seulement 14e qui le saut. Donc là aussi, on fait une remontée sur les skis de fond. C'était un week-end où la France est traînée pour la première fois son fameux 5e quota qu'on a tant discuté ces dernières semaines. Donc Maël Tirode est allé le chercher sur les week-ends de Seefeld et d'Otepé. Et donc ça, c'était réussi en beauté. On était même passé à un point en Coupe continentale d'avoir un 6e quota avec Antoine Gérard qui a fait 4e nation, enfin du coup 4e d'une phase de CEC à Eiseners. Un seul point. Bon là, euh, c'était un peu moins cruel ce week-end, cette absence de 6e quota parce que Laurent Mullet tout à l'heure a arrêté sa saison là. Il était malade depuis Seefeld. Il est pas revenu en forme et il s'en est même expliqué dans les colonnes du journal régional du Jura, Le Progrès, de sa situation, de sa fatigue généralisée et même de la situation financière. Pour ceux qui n'ont pas lu, il parle du fait que il doit travailler pas mal au printemps et un peu l'été aussi pour financer sa saison, en fait, financer son sport de haut niveau, alors que l'année dernière, il était dans les top 10 mondiales. Donc c'est compliqué, compliqué. Donc là, Laurent Mullet, alors, on ne le reverra pas cette saison en Coupe du Monde. Et donc il laisse la place au reste de l'équipe, notamment du coup Gaël Blondeau, Antoine Gérard, Marco Anis, Maël Tirode et Matteo Bo. Sur l'individuel de dimanche, on a eu une victoire autrichienne. Alors ça n'est aucune surprise. Mais on a eu un peu de suspense. Mais dans la dernière ligne droite, en fait, on a eu un duo Lamparter-Stefan Rettenegger qui est tout simplement fait les meilleurs sauts. Ils sont partis 1 et 2, ils sont partis ensemble, ils ont fait une course à deux. Il y avait aucun suspense sur le fait qu'ils se fassent reprendre. Et puis donc ils se sont relayés toute la course pour garder l'écart derrière. Et ils ont fait, allez, peut-être pas 100 mètres, mais au moins 300 mètres au fond pour voir qui allait gagner. Et c'est Lamparter qui devance de peu son jeune compatriote. Enfin, ils sont jeunes tous les deux, Rettenegger. La troisième place du podium, elle est prise par Christian Ilves qui enchaîne après son beau week-end à domicile. Pas beaucoup de suspense non plus, il était parti troisième du saut, alors il était avec Terence Weber, mais quand c'est revenu, on voyait que ça allait revenir fort derrière, il a lâché Weber et il a gardé sans trop de surprise sa troisième place du podium. Et finalement, là, c'est derrière, on a vu des jolies remontées et Vincenz Geiger, donc on l'a vu bien sauter sur le team sprint. C'est correct aussi sur l'individuel, il fait 12e et il remonte à la 4e place. Et oui, parce que cette saison, on l'a dit, redit et redit, il faut être tout devant pour espérer quelque chose. La Geiger 12e du saut, c'était quand même tout à fait correct, mais il était à 1,47. Et bien, à 1,47, on peut rien jouer cette saison en combiné avec des oiseaux comme Lamparter, Rettenegger, Ilves qui sont des combinés complets. Et que dire quand Ribert est là. Un peu le même topo pour Grabach, 9e, c'est très bien. 9e du saut, et il finit que 5e parce qu'il n'y avait pas plus à reprendre. Notera la 7e place d'Irvonen à domicile. La grosse remontée du jour, elle est pour Jens Lurasov Tobo, 30e du saut. Meilleur temps de fond pour finir 12e. C'est toujours dans la même type d'analyse. Côté français, c'était vraiment dur. Alors, Matteo Bo s'en sort bien avec un 14e saut et il finit 16e au général. Bon, il perd 2 places, ça lui ressemble pas beaucoup, mais ça reste du coup encore un top 20. Derrière, c'était bien plus compliqué. Maël Tirode était 45e du saut, il finit 43e. Marco Anis, 24e du saut, il termine 46e. Antoine Gérard, 51e du saut, il termine 48e. Et Gaël Blondeau, 53e du saut, il termine 49e. Voilà, c'était quand même
Duranceau pour l'essentiel de l'équipe. Et sur les skis, ils ont tous des temps de ski. Moi, je dirais qu'ils sont quand même moins bons que leur temps de ski habituel qu'on a pu voir les week-ends précédents. Donc, on peut peut-être se demander si il n'y avait pas des skis qui n'étaient pas excellents. On a vu les Allemands, par exemple, samedi, ne pas avoir d'excellents skis, ne pas avancer très vite. Ça peut être une explication. Alors, ça remplace pas des sauts très corrects, hein. Mais peut-être ils auraient pu espérer gagner, grappiller quelques places avec des skis un petit peu plus rapides. Bon, j'ai pas l'info de l'intérieur, c'est une analyse en observant les temps de fond. Mais bon, ça aurait pas changé non plus immensément les choses. Ils étaient quand même, par exemple, Maël, Antoine et Gaël, ils étaient quand même assez loin, même très loin après le saut. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour ce week-end de combiné de l'Arty. Donc le week-end prochain, bah, tout le monde, comme ce week-end, c'est un week-end de ski festival d'une certaine façon, tout le monde à Holmenkollen. Enfin non, tout le monde à Oslo, parce que donc évidemment, les sauteurs spéciaux et les combinés vont sauter sur le tremplin d'Holmenkollen, mais les combinés, eux, seront, elles, sur le Midtsoenbakken, donc juste à côté, le K90. Vont sauter dès jeudi, un peu comme l'année dernière. Elles sautent le jeudi et elles feront la course donc, sur le petit tremplin. Elles feront la course de fond le samedi. Euh, c'est, euh, c'était comme ça la saison dernière et donc on retrouve ça. Et puis les combinés, c'est classique samedi, dimanche. Voilà pour ce week-end complet de l'Arty. Le week-end prochain, donc en plus d'Holmenkollen pour le sauteur et combiné, il y aura la finale des OPA à Oberhof où on sera présent pour observer, encourager et si possible prendre quelques jolies photos. Oberhof en mode hybride pour s'adapter aux conditions d'absence totale de neige. Ça ressaute sur plastique avec une aile en glace. Et le ski de fond du combiné aura lieu dans le ski hall, la piste de ski réfrigérée qui fait 1 kilomètre et quelques d'Oberhof, où bah, pas mal de combinés s'entraînent l'automne. Donc ça sera très très particulier, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. On se retrouve donc dans une semaine pour le débrief d'Oslo, avec aussi également le retour de Valentin Faubert dans l'équipe masculine de saut spécial. Et donc il y aura des Français à tous les étages le week-end prochain. Voilà, merci de nous avoir écoutés. À bientôt.